Avec une théorie, la balkanisation de la République démocratique du Congo aujourd'hui est devenue un quasi-fait, avec ces conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo, où énormément de territoires sont contrôlés par l'ennemi. Va-t-on s'en sortir indemne si jamais on recouvre la paix? Va-t-on recouvrer aussi l'intégrité territoriale? Cette balkanisation, comment, pourquoi et quand? Nous allons essayer de réfléchir autour de ces mots un peu génériques que tout le monde connaît, mais que personne ne perce vraiment les fonds. Et pour le faire, j'ai invité un homme, un diplomate et un responsable politique. Enfin, il a été responsable politique, il a été aux plus hautes sphères politiques de la République démocratique du Congo. Il était déjà venu sur ce plateau et il est revenu pour l'honneur de la réflexion, comme je vous le dis. Lui, c'est monsieur Jean-Pierre Kambila, avec qui on va discuter autour de ces questionnements que je viens de vous présenter. Mais avant cela, je voulais vous remercier d'abord pour votre fidélité à votre magazine de réflexion sur l'actualité. Comme je le disais, ici, on appelle les gens aptes à réfléchir. D'accord ou pas, mais que la réflexion, d'abord, prime. Je suis content que vous soyez nombreux de plus en plus à regarder l'émission. Comme je n'arrête de le dire, retrouvez-la sur Ecopolis Télévision et Eco TV sur YouTube. Alors, monsieur Jean-Pierre Kambila, je suis à nouveau heureux de vous recevoir et je vous dis bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Comment vous vous portez? Bien, grâce à Dieu. La santé? Oui. Quand vous regardez les pays, vous êtes bien? Quand je regarde le pays, je suis inquiet. Vous êtes inquiet? Oui. Alors, on va parler de la balkanisation parce que vous avez signé une tribune la semaine dernière à la presse où vous êtes dans une démarche d'expliquer la balkanisation, mais plus encore, vous questionnez notre responsabilité en tant que Congolais dans la balkanisation. D'abord, ces mots devenus génériques, aujourd'hui, est utilisé par la plupart des intellectuels pour porter la responsabilité à ceux qui veulent cette balkanisation. Pourquoi vous voulez dévier le curseur? Pourquoi vous voulez, au lieu de dire, comme tout le monde, que le Rwanda, que l'Occident est dans l'exécution d'un complot en République démocratique du Congo, vous vous posez la question de la responsabilité des Congolais dans ces complots-là. Pourquoi cette démarche? Pour quel objectif? Bien. Je crois que je veux commencer par expliquer un peu ce que c'est que la balkanisation. Allez-y. La balkanisation, c'est un concept qui exprime le fait de diviser un pays, de diviser un État, de disséquer, de partager, de diviser une nation. Je parle de nation. On vient diviser une nation. Ça veut dire que cette nation, elle existe et les nationaux responsables de cette nation la veulent unie. Ce qui est notre cas. Mais il ne suffit pas de vouloir. Il faut encore se donner les moyens de défendre ce qu'on veut. Si nous aimons notre pays dans sa configuration géographique actuelle, avec tous les avantages que cette configuration nous donne, nous devons non seulement l'aimer, mais nous préparer à défendre. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons efficacement? Telle est ma question. C'est la question que je me pose. Et je me la pose dans un livre que je suis en train d'écrire actuellement. L'article ou la tribune que vous avez vue dans la presse, c'est une partie de cet ouvrage-là. Je le précise pour dire que je ne suis pas en contradiction avec ceux qui pointent le doigt sur l'étranger, notamment sur l'Occident. Et le Rwanda? Et le Rwanda, bien évidemment. Le Rwanda et l'Ouganda. Je ne suis pas en contradiction avec eux. Je crois comme eux que l'Occident n'a jamais accepté le Congo. Je dis bien jamais. Pourquoi? Parce que
pour le monde occidental, pour l'intelligence occidentale, le Congo, c'est leur bien. C'est eux qui l'ont fabriqué par le roi Léopold. N'oublions pas que ce pays appartenait au roi Léopold, comme bien privé. Ensuite, il a cédé à la Belgique. N'oublions pas que c'est Morton Saleh qui a fait un anglais qui a circulé dans tout le pays pour le conquérir par le sang, par les armes, et le donner à la Belgique. Et dès sa naissance, les Occidentaux pensent que c'est leur bien. Et lorsque les Lumumba, Kasavubu, Kalonji, Tshombe, etc. arrivent au moment de l'indépendance, ces gens se sentent frustrés de leur bien. Ils n'acceptent pas. Ils partent sans partir. Ils partent, ils installent un néocolonialisme. Ils mettent en place des mécanismes pour qu'ils continuent de l'exploiter. Nous avons vécu comme ça. Lumumba était le premier à dire « Attention, ce pays risque d'être balkanisé ». Et il disait même la balkanisation, c'est demain. Parce qu'il avait déjà compris cette affaire-là, que les Occidentaux, ils n'acceptent pas un Congo des Congolais. Donc, nous sommes dans cette bagarre de balkanisation dès le départ. Ou bien, le Congo, on le prend en entier pour nous, ou bien on fait tout pour que les Congolais ne puissent pas le gérer et bien le gérer. C'est pour ça que depuis 60 et jusqu'à aujourd'hui, ces gens n'ont jamais laissé les Congolais gérer leur pays. Même Mobutu, qui était pendant longtemps leur homme ici, ils n'ont jamais laissé tranquille. Jamais. L'action pour eux, a toujours été de l'affaiblir. Il est bien parce qu'il arrive à contrôler le Congo. Pour eux, ok. Dès qu'il commence à vouloir un peu s'émanciper, il devient l'ennemi. Je me rappelle, j'étais pas sur place, mais je me rappelle, c'est quelqu'un qui était autour de la table, que Mobutu aurait dit au moment de la zaïrianisation, il a dit, vous voyez, dans cette affaire dans laquelle vous m'avez poussé ici, vous m'avez poussé vers la mort. Donc, il savait que l'Occident ne peut pas accepter un Congo des Congolais, un Congo contrôlé par les Congolais. Bien. Ça, c'est un aspect très important. Mais est-ce que cet aspect, aussi important soit-il, soit une spécificité de relation entre l'Occident et le Congo? Ben non. Le monde, depuis qu'il existe, toutes les grandes puissances se sont construites sur la base des peuples faibles. On va vers les peuples faibles, on les conquiert, on les soumet et on fait son empire. On peut donner des exemples. Alexandre le Grand, qui a conquis, bon, je ne dirais pas la moitié du monde, mais presque. Enfin, le monde qui est connu à ce temps-là, il a tout donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, bon, il a établi son empire. Tous les autres, c'est la même chose. Les musulmans, quand ils étaient forts, ils sont partis vers les peuples qu'ils considéraient comme étant les plus faibles, ils les ont conquis. L'empire musulman était, depuis la Mecque, Gibraltar, Montibéliard, l'Espagne, jusqu'au sud de la France. C'était pas pour se faire des amis, c'était pour dominer. En effet. Alors, ça, c'est une permanence de l'histoire de l'humanité. Donc, si nous, aujourd'hui, bon, nous savons ça. Nous savons que ça a été comme ça. Est-ce que nous sommes étonnés que l'Occident cherche à nous dominer? Si nous sommes encore étonnés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de réfléchir. Moi, j'ai l'impression, justement, parce que quand vous écoutez les intellectuels congolais réfléchir, c'est un peu sur un plan moral de la réflexion, en accusant régulièrement, en appelant à la justice, en appelant à l'humanité. Même notre axe diplomatique est parti de là. C'est-à-dire que ce que vous présentez aujourd'hui pour évidence, depuis très longtemps, on la présente comme une contre-nature. Bon, mais c'est faux parce que
Les relations internationales ne sont pas régies par la morale. Hum. Le droit international lui-même, c'est la codification des rapports de force. C'est ceux qui sont forts qui décident que... Mhm. Et des moyens. Quand on a les moyens, on dit que la mer, comment on appelle ça, les eaux territoriales, c'est jusque là. Mhm. Parce qu'on a les moyens militaires d'arriver De là. s'imposer. Voilà, c'est là que, bon, on codifie ça. Et Il n'y a pas question d'humanisme, de morale. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'humanisme. Ni de justice d'ailleurs. Absolument pas. C'est une question de rapport de force. Hum. D'où, qui dit rapport de force, à mon sens, dit intelligence, ruse, mais surtout intelligence politique. Il faut avoir l'intelligence politique de savoir que nous vivons dans un monde caractérisé par la violence, par la domination, par le besoin de créer des empires. Donc, donnons-nous les moyens de vivre dans cet environnement-là. Si nous n'avons pas le moyen de vivre dans cet environnement par nous-mêmes, trouvons des combinaisons politiques, des alliés qui pourront faire que nous pourrions survivre. Si on n'a pas cette intelligence politique-là, il y a un problème. Et c'est pour ça que vous interrogez la responsabilité des Congolais. Voilà, c'est pour ça que... Pour poser la question de moyens qu'on se donne, afin de s'imposer dans le concert des nations. Voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, puisque tel est le cas, ici, c'est une question de force, une question de ruse, une question d'intelligence politique pour vivre dans ce milieu-là. Que faut-il faire? Alors, avant qu'on arrive à que faut-il faire, on se pose la question, mais qu'avons-nous fait mal? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et là, il y a beaucoup de choses que nous avons fait mal. Justement, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'avons-nous mal fait? J'ai le privilège parce que vous avez été au sommet du pouvoir. Permettez-moi de le rappeler, que vous avez été directeur de cabinet adjoint de l'ancien chef de l'État. C'est-à-dire que je pose la question à la bonne personne. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est d'abord, on n'a pas pris conscience de ce que je viens de dire. Okay? Depuis que ce pays-là est un État indépendant, il n'existe pas une réflexion de politique étrangère pour nos intérêts en fonction de la situation qui est la nôtre. Nous n'avons pas fait cette réflexion-là. Il est temps de la faire. Depuis toutes ces années? Oui. Depuis 60 ans, on ne la fait pas. Ce n'est pas le seul domaine où on ne réfléchit pas. Il y a plusieurs domaines. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a réfléchi sur notre agriculture? Est-ce qu'on peut dire sérieusement que nous avons réfléchi sur notre politique minière? Est-ce qu'on peut dire sérieusement que nous réfléchissons sur notre politique d'éducation? Le président de la République avait annoncé qu'il y a un plan il y a un projet sur l'agriculture apte à engager. Non, des projets, on en a eu. On a eu des projets sur beaucoup de choses. Je ne parle pas de projets. Je parle d'une réflexion planifiée. Je m'excuse, intelligente. Avant de faire la planification même, il faut réfléchir. Quelle est notre situation? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans le monde, dans ce secteur-là, pour survivre? Parce que dans la vie internationale, on survit. Arrêtons de penser que le Congo, tel qu'il est là, il sera là toujours. C'est faux. Aucun pays n'a toujours été là. C'est pas vrai. Les pays sont comme comparativement toute proportion gardée, des êtres humains. Ils naissent et puis ils grandissent, ils se développent et puis à un moment donné ils disparaissent. Les frontières on les met en place. Un jour on les change. Ça peut bouger. Ça peut bouger. Tout ceci en fonction de l'intelligence politique qui est mise en place. Alors, moi, ce que je dis pas que c'est moi qui vais venir avec cette intelligence politique internationale. Non. Je veux seulement pousser à ça. Qu'il y ait une réflexion autour de ça. Qu'il y ait une réflexion autour de ça. Parce qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de... C'est-à-dire, il y a notre politique internationale ne pas réfléchir, on n'a pas de cadre. Mais je ne vois pas cette réflexion. C'est quelqu'un là qui me dise, là voilà, on a réfléchi comme ça, voilà comment on pèse nos intérêts, voilà comment on veut aller. C'est quelqu'un là, il a qu'à dire.
moi je vais écouter et adopter. Je vais dire oui, merci, bravo. Mais quand le président de la République voyage de partout le monde pour aller lui-même rencontrer des chefs d'État, de responsables politiques en vue de demander des partenariats, d'aller chercher des partenariats, ça, c'est pas une politique internationale? Non. Le président de la République, je le félicite pour ces démarches-là, contrairement à ce qu'on raconte ici dans la rue de Kinshasa. Moi, je dis que c'est une très bonne chose si le président voyage. Parce que s'il n'avait pas fait ces voyages dans ce pays, il serait peut-être déjà divisé. Cette action-là, il le fait, il devait le faire, et j'ai l'impression qu'il a fait bien. Mais dans quel cadre? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas eu un cadre de réflexion sur la diplomatie. S'il y avait une réflexion, il le ferait mieux. Il le ferait beaucoup mieux. Parce qu'il saura que la priorité, elle est peut-être là, que cette visite, elle pèsera mieux que celle-ci. Mais seulement, vous savez, un pays, on le compare parfois à une famille, hein, mais c'est pas une famille. Un État, c'est pas une famille. Un État, c'est une structure complexe. OK? Donc, arrêtons de considérer le chef de l'État comme un père et nous sommes les enfants. Ça se passe pas comme ça dans un État. L'État, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des gens qui devraient avoir cette responsabilité-là. Cette réflexion-là, elle n'existe pas. Regardez dans d'autres pays. Vous allez aux États-Unis. Les bibliothèques sur ce que devrait être la politique étrangère américaine. Mais c'est des bibliothèques entières. C'est des étagères qui n'en finissent pas. Les gens écrivent, ils réfléchissent. Les gens écrivent, ils réfléchissent, ils disent non. Il y a un débat de société. Voilà, comme ça, vous faites comme ça. Non, ça va pas, faites plutôt comme ça. Vous avez tel comme notre allié. Non, c'est pas le bon allié. D'après ce qui se passe, il vaut mieux aller dans cette direction-ci. C'est de ça que je parle. Parce que si nous avions cette réflexion-là, on ferait mieux les choses. Et même le président, il serait mieux équipé. Oui. Maintenant, si vous pensez que une fois que le président a pris son avion et qu'il est à Paris, à Washington ou à, je sais pas, à Berlin, qu'il doit revenir avec toutes les solutions, non. C'est à ceux qui se prétendent intellectuels, et il y en a dans ce pays, des brillants, j'en connais, je discute avec eux, mais il faut qu'ils fassent ce boulot-là. Il faut qu'ils le fassent. Pour que nos diplomates, déjà dans leur travail de tous les jours, sachent comment aborder certaines choses. Pourquoi on est aligné? Comment combattre, par exemple, une question que nous devrions nous poser. Pourquoi l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, et relativement l'Allemagne, et même la France, pourquoi ils écoutent plus Kigali que Kinshasa? Personne ne va aujourd'hui me contredire que Kigali n'est pas mieux écouté que nous. Pourquoi? Il faut se poser cette question-là et savoir pourquoi. Est-ce que vous pensez que le diplomate, prenons un exemple simple, français, qui est ici à Kinshasa, et le diplomate rwandais qui est à Kigali, quand ils font leur rapport, quel est le rapport le plus admirable? Le diplomate là qui doit seulement regarder et écrire. À Kinshasa, ça se passe comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe en diplomatie. Ils doivent donner la situation dans l'analyse de la situation dans le pays dans lequel ils se trouvent. S'ils doivent, un diplomate français arrive à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il va écrire? Et le diplomate français, le même diplomate qui arrive à Kigali, qu'est-ce qu'il écrit? Et ça, je ne parle pas que du français, parce que quand je dis le diplomate français, ah oui, mais ils ont déjà un parti pris. D'accord. Le diplomate chinois, le diplomate russe. On prend n'importe quel pays. Oui. Qui arrive à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire que ce que vous et moi nous voyons, c'est-à-dire le désordre. Les désordres. Oui. Est-ce que nous voyons autre chose ici? Ils vont voir qu'il y a un désordre. Première impression, je suis arrivé à Kinshasa à telle date, à telle heure, je suis descendu dans un aéroport désordonné. Je suis rentré dans une ville désordonnée.
J'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, on m'a embêté. J'ai fait un petit tour pour aller dans un supermarché. J'ai rencontré les gamins de rue, ils m'ont embêté. C'est ça qu'ils écrivent. J'en sais ce que c'est parce que j'ai lu aussi des rapports de ce truc-là pendant une partie de ma vie. Alors, comment voulez-vous que le responsable indien ou chinois ou russe ou n'importe qui, français ou quoi, qui lit ça, quelle est la vision qu'il a de notre pays? Donc on a une super mauvaise image au niveau international Voilà pourquoi, en raison de ce désordre dans lequel voilà nous vivons. pourquoi cette tribune, quelle est notre part de responsabilité? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ne faisons pas? Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous faisons attention à ce est-ce que nous savons qu'en agissant de telle manière, ceux qui nous regardent, ceux avec qui nous sommes condamnés à vivre, parce que le monde, il ne va pas changer. Non. Le Congo, il ne va pas aller à la planète Mars. On sera toujours avec eux. Quelle est l'image que nous donnons à ces gens-là pour que lorsque nous arrivons chez eux et que nous leur demandons certaines choses, ils puissent penser qu'il vaut mieux collaborer avec nous qu'avec nos ennemis? Je peux être d'accord avec vous, M. Kambila. C'est une part des manches. Une autre part des manches consisterait à savoir si la responsabilité que nous avons en tant que société dans la construction de notre image serait un argument légitime pour la balkanisation. Est-ce parce qu'un diplomate indien, russe ou chinois décrit les désordres dans lesquels le Congo vit, qu'il faille pour lui concevoir que c'était normal d'écouter, par exemple, la politique étrangère rwandaise qui consiste à prendre des terres en République démocratique du Congo et les légitimer? Alors là, ou bien je vous suis dans la morale, ou bien je reste dans le réel. Ok? Lorsqu'Alexandre le Grand veut aller conquérir l'Iran, il ne se pose pas la question que est-ce qu'ils sont organisés ou pas? Est-ce que c'est une civilisation qui vaut la peine ou pas? Non. Il se pose la question de ses intérêts à lui. Ok? Quel est mon intérêt en tant que futur Alexandre le Grand? Je veux devenir grand. Je suis Alexandre. Je suis là en Grèce, etc. Je veux aller là-bas. Il ne se pose pas cette question-là. Il n'y a pas de morale. Oui? Je dis tout simplement que il y a des situations dans lesquelles les gens ont le choix de dire je collabore avec qui? En collaborant avec qui mes intérêts seront mieux sauvegardés? Avec qui c'est sérieux? Est-ce que le désordre est un signe qui montre que la collaboration avec ces gens-là sera porteuse d'intérêts réciproques? Non. Non, regardez, nous n'avons plus d'administration ici. On n'a plus d'administration. Vous allez, je sais pas, vous prenez n'importe quel exemple. Vous allez aux affaires foncières ici, on vous donne un certificat, la parcelle vous appartient. 2 jours après, quelqu'un d'autre arrive avec une autre parcelle, un certificat pour la même administration. Alors, ça veut dire quoi? C'est le désordre. Oui? Moi, j'ai un ami banquier ici, très, très haut placé. Une fois, je lui demande, mais dans tous les pays du monde, et moi j'ai fait ce métier-là, l'immobilier fonctionne au crédit. Dans les pays qui fonctionnent, c'est au crédit. Pourquoi vous êtes banquier ici dans notre pays? Pourquoi vous aidez pas le Congolais par des crédits immobiliers? Il dit, Jean-Pierre, mais tu veux rigoler? Je vais faire un crédit hypothécaire sur la base de quelle garantie? La garantie qu'on m'amène, le certificat d'enregistrement qu'on m'amène là, je suis même pas sûr que il est valable, que c'est crédible. Sur une parcelle, il peut y en avoir 4. L'administration, ils sont pas sérieux, ils ne font pas des choses sérieusement. Non. À cause de ça, tout un secteur qui aurait pu aider beaucoup de gens dans ce pays est bloqué. Parce que il n'y a pas moyen de contrôler, il n'y a pas moyen de garantie. Et pas seulement ce secteur-là, parce que l'immobilier, c'est le soutien de plusieurs entreprises. J'ai un bel immeuble, je le donne en gage, je le gage
en hypothèque, Je prends un crédit, je prends un crédit, j'investis. dans une société qui fait des lunettes, Mhm. ou dans une autre qui fabrique des montres, etc. Et le pays se On développe. évolue. Tout ça, on ne peut pas le faire. Parce que l'administration n'existe pas. Parce que l'administration a été laissée à l'abandon. Parce qu'on ne contrôle pas. Mais si on ne s'interroge pas, si on considère que ce n'est pas une faiblesse, que ça, c'est pas de nature à influencer ceux qui peuvent nous aider à réussir, on fait fausse route. Donc, notre incapacité à avoir une politique intérieure, stable, organisée, digne, contribue énormément dans l'avancée de la balkanisation parce que les autres ne trouvent pas l'importance, on n'est pas sur un plan moral, hein, les autres ne trouvent pas l'importance de travailler avec nous. Mais exactement. Ils vont aller travailler avec ceux qui nous combattent, mais qui sont sérieux. Bon. Qui donnent l'impression d'être sérieux. Qui donnent l'impression d'être plus intelligents. Ouais. Qui disent là-bas, ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens ne sont pas intelligents. Ces gens ne sont pas des travailleurs. C'est le discours qui tiennent sur nous. Et ça, il faut le dire aux Congolais. Si on le dit pas, si tout le monde reste tranquille, on dit, ah non, je ne vais pas dire ça parce que j'ai peur, mes compatriotes vont se passer contre moi. Non! C'est lâche et c'est pas aider le pays. Aider ce pays ici, c'est lui dire la vérité. Et sur des choses sur lesquelles nous pouvons avoir un tout petit peu d'influence. Parce que chercher à avoir l'influence sur les grandes puissances, en leur disant, mais écoutez, vous êtes immoraux, qu'est-ce que vous avez à aller acheter le coton là-bas alors que nous pouvons le vendre ici? Ça fonctionne pas, parce que le monde, il fonctionne pas comme ça. Les gens, ils vont dire, mais oui, mais vous, chez vous, si je veux acheter chez vous, on me donnera telle date, ça n'arrivera pas à cette date-là, on me dira c'est 10 kilos alors que je trouverai que 4. Écoutez, donc il n'y a pas de confiance pour solidifier une relation d'affaires. Oui. Et ben les gens préfèrent aller acheter chez le Rwanda voisin qui raffine et qui vend. Je dis pas que c'est une bonne chose. Non, on n'est pas sur un plan moral. On n'est pas sur un plan moral. On est d'accord. Et puis il faut qu'on l'abandonne. Et même pire, écoutez, nous donnons aux gens l'occasion de dire, mais ces gens-là, même leur propre sécurité, même leurs propres compatriotes, ils s'en fichent. La preuve, regardez comment ça se passe à Matongé ou à Bandal, à Yolo ou n'importe où. Regardez comment, en pleine guerre, comment ces gens se comportent. Des bistrots, bourrés de monde. Des concerts. Et même plus loin, le discours. Il y a un discours congolais sur la guerre de l'Est. Le discours congolais sur la guerre de l'Est. Le président de la République n'en a pas le monopole. Nous parlons tous de cette guerre-là. Qu'est-ce que nous disons de cette guerre-là? C'est l'affaire de Tshisekedi. Ah oui. Il faut qu'il se débrouille. Ah oui. Moi, j'allais justement vous poser la question. Mais alors, ça veut dire que ces constats-là établis, oui. Qu'est-ce que Tshisekedi peut faire? Qu'est-ce que l'administration Tshisekedi peut faire pour recouvrer la paix? Faut-il s'attaquer d'abord au front militaire? Parce que c'est ça qu'il dit. Quand on suit le ministre de la Communication, il dit qu'il y a un travail sur le front militaire. Ou faut-il d'abord reconstruire un pays en ordre? Écoutez, si vous dites, nous allons travailler sur le plan militaire. Oui. Le général qui est ici, il n'est pas sur le front. C'est un très bon militaire, sauf que c'est un immoral. Sauf qu'il n'a pas conscience politique. Il ne sait pas que si les gens là-bas qui se battent n'ont pas de morale, s'ils savent pas que, s'ils s'interrogent sur la situation de leurs femmes, à Mbandaka, à Kinshasa ou à Matadi, ils ont la tête ici. Ils ne se battront pas comme il faut. Est-ce que la personne là sur le plan militaire, qui a la décision, qui contrôle, a-t-il la conscience politique de son rôle? C'est quoi la conscience politique là? C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe avec les femmes des militaires qui sont restées ici? Pour que leur mari là-bas n'ait pas de soucis. Nous sommes en rentrée scolaire, à la veille de la rentrée scolaire. Dans quelques semaines, nos enfants reprennent le chemin de l'école.
Les enfants des militaires, il y a quelqu'un qui y pense? Les enfants des militaires qui sont au front, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense, qui organise comment ça va se faire? Est-ce que ça existe? Ça doit exister. Parce que ne pensez pas que le militaire là-bas, il est détaché, c'est un robot. Non, c'est un être humain qui est attaché ici. Et ça fait partie de nos réalités. Vous êtes sur le front. Là-bas, ça tire de partout. Vous ouvrez WhatsApp. Votre ami qui est à Matongé, il vous envoie des images où il est en train de boire, de s'amuser, de tout ça. Vous vous dites, ah oui, d'accord, moi je me sacrifie. Non. Un pays en guerre ne vit pas comme nous vivons. Et ça, c'est trop facile de toujours mettre le doigt sur le politique. Vous, leader d'opinion, moi, petit leader d'opinion, je peux pas, j'ai pas la puissance d'une télévision. Qu'est-ce que nous faisons pour rendre nos compatriotes attentifs à ces petites choses? Pourquoi nous facilitons comme ça l'avancement du discours des autres, de ceux qui nous aiment pas, de ceux qui veulent nous tuer pour prendre notre pays? Parce que c'est ça la réalité. Ils veulent prendre notre pays, mettre leurs compatriotes dessus et en faire le Rwanda ou une partie du Rwanda ou de l'Ouganda. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons que nous ne participons pas à la guerre. C'est faux. Nous participons à la guerre tous les jours. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc nous sommes complices de ce qui nous arrive. Mais bien évidemment, gravement complices par nos amusements. Gravement complices par l'absence d'un discours de défense nationale, un discours cohérent. Un pays en guerre ne vit pas comme ça. La guerre, elle n'est pas seulement à Bunagana ou je sais pas où, à Kanyabayonga ou comme ça. Non, la guerre, elle est partout. Elle est globale. Les images que vous montrez à la télévision, notre façon de faire des choses, nous sommes en guerre, nous devons nous comporter comme tels. D'où cette tribune, cet article, notre part de responsabilité. Elle existe. Ceux qui nous aiment pas, qui veulent nous partager, nous diviser, nous affaiblir, et tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. C'est des méchants loups, on les aime pas et tout. Tous pareil. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Mais, M. Kabila, ces constats faits aujourd'hui, parce que, oui, nous ne sommes pas sérieux. Oui, on vit dans un désordre. Oui, on a une responsabilité dans ce qui arrive. Ça, c'est un constat. C'est un diagnostic. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire maintenant? Parce que je sais que la réponse triviale, c'est qu'on doit devenir sérieux. Mais comment on devient sérieux? Est-ce en organisant le pouvoir politique? Est-ce en organisant la mentalité collective? Qu'est-ce qui doit être fait exactement pour que l'on devienne sérieux et qu'on attire sérieusement les partenaires qui, du reste, partent chez nos ennemis? Premièrement, laissez-nous réfléchir. Et laissez-nous nous exprimer. N'ayons pas peur du débat. 1. 2. Ne réduisons pas la politique à ôte-toi de là que je m'y installe. Parce que aujourd'hui, à Kinshasa, surtout à Kinshasa, le principe, c'est ôte-toi de là que je m'y installe. On n'en est pas là. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Vous mettez à la place du président Félix Tshisekedi, M. Tartampion, M. Bernard, M. je sais pas moi, Nzouzi, M. Longangue, je sais pas qui. Tant que la base est ce qu'elle est, tant que notre culture politique est ce qu'elle est, ça ne changera rien. Ça veut dire que le pouvoir n'est pas inclusif. Oui, on peut se poser la question de l'exclusivité. Mais je vais plus que ça. C'est dans la façon de penser. Il faut qu'on change notre façon de penser. Premièrement, ce pays est un pays
Culturel. Ouais, Multi-ethnique. multi-ethnique, multi-tout. Acceptons ce fait-là. L'accepter, ça veut dire, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le pouvoir, il y a bas, c'est pas seulement les bas là, c'est aussi ceux qui disent, ils ont pouvoir à bango. C'est aussi ceux qui disent ça, ceux qui répondent ça, ceux qui répondent cette position-là. En disant ça, je ne dispense pas de ceux qui disent, c'est notre pouvoir. Ces deux langages-là doivent être combattus, et sérieusement combattus. Le pouvoir ici, c'est le pouvoir de la République démocratique du Congo, tel que nous l'a légué Patrice Emery Lumumba. Le pouvoir de la nation congolaise que nous devons construire. Si déjà nous dépassons ce stade-là, ça sera déjà beaucoup. Parce que tant que, ils ont pouvoir à Baswahili, ils ont problème à Bango, vous pensez gagner véritablement une guerre comme ça? Vous ne la gagnerez pas parce que vous êtes facilement divisible. C'est facile de nous diviser aujourd'hui. Parce que nous sommes encore à pouvoir na biso, pouvoir na bango. Non, le pouvoir, c'est le pouvoir de la nation. Alors, mettons en place tout ce qu'il faut pour que le pouvoir en place soit ressenti par nous-mêmes comme notre pouvoir. Et cette mise en place, c'est pas seulement de ceux qui font, c'est aussi de ceux qui donnent les clés de l'interprétation. Si la clé de l'interprétation culturelle, c'est que pour que le pouvoir soit mien, il faut qu'il soit de mon ethnie, eh ben c'est une erreur. On n'avancera pas. Mais ça, c'est la géopolitique qu'on a. C'est-à-dire que les postes de responsabilité sont donnés en raison des appartenances ethniques et compagnie, en raison pour respecter l'inclusivité, pour que tout le monde se sente... Non, je suis d'accord pour cette démarche d'image. Pour que les gens suivent par rapport à la psychologie qui est la nôtre en ces temps-ci. Cette symbolique est importante. Cette symbolique est importante. Il faut la faire. Mais il ne faut pas que ça se limite là. Parce que je le disais tout à l'heure et je répète, tant que le pouvoir au Congo sera défini comme pouvoir Nabiso et les autres disent pouvoir Nabango, nous n'aurons pas la cohésion nécessaire pour gagner une guerre. Il faut la cohésion nationale pour gagner une guerre. Il faut une cohésion absolue. Mais absolument. Écoutez, analysez les grandes guerres du monde. Le général de Gaulle, pour défendre la France, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le monde. Les communistes, les ceci, les cela, tout le monde. Moi, il essaie de prendre tout le monde. Tu ne prendras jamais tout le monde. Il n'y a pas moyen de faire un gouvernement de 10 millions de personnes, c'est pas possible. Mais, symboliquement, il veut que chacun se sente partie prenante de l'affaire. Et il y a un discours qui va dans le même sens. Oui, mais moi, je vais bien vous croire, mais les présidents de la République le disaient lors de sa dernière interview, comment discuter, comment m'associer avec les autres, si, venant d'eux, il n'y a pas une démonstration de ce besoin-là, de se mettre ensemble, de coaliser, de faire un front national pour combattre l'ennemi. Quand en face, il y en a qui préparent les insurrections, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, comment faire cette Eh bien, moi je me suis cohésion rendu compte que la politique, c'était un terrain extrêmement difficile. Et qu'il faut faire avec ces difficultés-là. Il n'y a pas des anges. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a que des diables, non. Mais il y a des hommes, c'est-à-dire des gens compliqués, une espèce bizarre. Notre nature humaine, elle est terrible. Mais nous devons faire avec. Et là, moi, je m'éloignerai un peu des hautes sphères. Parce que je considère que dans les hautes sphères, c'est déjà un peu trop tard. C'est avant. Si dans ce pays, il y a des gens, la population commence à dire à ces politiciens-là, oh, mais yozo mona te ke mboka ezo kende. Yozo mona ngote.
Si dans les meetings de ces gens-là, il y a des citoyens qui leur disent, si dans vos journaux par écrit, si dans les télévisions, on commence à poser cette question-là, mais Moutamutu, yozo monate que, bah, caprice wana, je me permets d'appeler ça caprice. Et c'est plutôt ça la unité de Konobunda. Bozo monate que yiwa, bah, Jéhovah iso bomisabana ba, pour rien. Vous ne voyez pas que notre enseignement avance moins parce qu'il y a la guerre et vous ne contribuez pas à régler les choses de la guerre. Le discours sera peut-être différent. Le discours sera reçu différemment. Parce qu'il y aura une nation derrière qui sera convaincue qu'il faut aller dans telle direction. Si la nation elle-même, ou des parties de la nation elle-même, entrent aussi dans ce débat-là, qui est le débat de « Ah, attendez, laissez que ça se gâte. Lui va partir, nous prendrons la place. » Donc, tout est axé sur dégager. Moi, je viens. Moi, je viens. La solution, c'est le départ de l'autre. On n'arrivera à rien, parce que l'autre partira, il y a un autre qui viendra. Écoutez. Trouver les mêmes problèmes. J'ai été dans la sphère dirigeante de Kabila. Je le disais, je parlais déjà comme ça. Je dis, ce pays-là, si nous continuons comme ça, si le but, l'objectif de nos grands leaders, c'est seulement d'arriver, de prendre la place, on s'en sortira pas. Parce que dès qu'un prend la place, les 4 autres, les 5 autres, les 10 autres derrière, ils combattent. Et c'est malheureusement la situation que l'on remarque aujourd'hui lorsqu'on regarde l'échiquier politique congolais. Au Congo, dès qu'un politicien, les grands politiciens, perd sa place, il devient l'ami de l'ennemi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit. Au Congo, dès qu'un politicien n'a plus de place dans les palais de Kinshasa, il devient l'ami des ennemis du Congo. Donc il y aurait des grands politiciens qui comploteraient contre le pays. Ah bon, mais bien sûr. Tout le monde le sait. Nanga, c'était un petit homme ici? Non, non. Pardon? Non, non. Bon. Il a été président de la CENI. C'est un très grand personnage du système politique congolais. Pourquoi il est là-bas? Tous ceux qui sont autour de Nanga. Bon, j'ai la malchance de connaître beaucoup de gens qui sont là-bas. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont partis du milieu dans lequel j'étais ici. C'est pas que des idiots. Mais c'est ça le drame. C'est que c'est eux qui partent. Alors que nous étions avec eux ici dans un discours nationaliste, souverainiste. En quoi cette démarche-là est souverainiste? Une démarche qui vient pour soumettre votre pays. C'est connu, c'est dit partout dans le monde, on sait très bien. Ils disent vouloir chasser la dictature du pouvoir de Kinshasa. C'est un peu regrettable. Mais je veux vous poser une question parce qu'on est quasiment en train d'arriver à la fin, si on ne l'est déjà pas. Vous pensez aujourd'hui que la solution immédiate, pas dire structurelle, immédiate, contre l'avancée d'M23, c'est un dialogue national, une union nationale, un retrouvaille des grands noms politiques pour, ne serait-ce qu'au niveau de la symbolique, imprimer cette cohésion nationale-là et aller faire la guerre? Je l'ai dit, hein. Tout le discours que j'ai tenu ici veut dire ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le dialogue officiel ici, il ne devient intéressant pour nos politiciens que s'ils ont la promesse de sortir là-bas avec un Sambodin. C'est ça la faiblesse. Nous devons faire des choses, des grandes choses, seulement pour l'amour de la nation, pour l'unité, pour notre souveraineté. Nous sommes en train de la perdre. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Parce que aujourd'hui, regardez, retenez ceci. Si le Rwanda et l'Ouganda avancent à l'est là-bas,
sachez que le sud du Congo est en danger. Mhm. Parce qu'ils vont faire des émules. Parce que tout le monde va vouloir venir autour du cadavre de l'éléphant qu'on a tué. Parce que tout le monde a besoin de prendre un bout de viande. Comme c'est un peu le cas aujourd'hui. L'Algérie s'intéresse maintenant à la question sécuritaire en République démocratique du Congo. La SADC qui avait une mission quasi offensive, le président sud-africain va déclarer qu'il faut un cessez-le-feu permanent. Ça veut dire quoi, cessez-le-feu permanent? C'est un véritable danger. Cessez-le-feu permanent. Nous avons un exemple très clair et récent, historiquement parlant, récent, de Chypre. À Chypre, il y a eu l'invasion, entre guillemets, turque. Il y a eu un cessez-le-feu qu'on a qualifié à un moment donné de permanent. Il est effectivement permanent. Et cette permanence, c'est quasiment 30 ans. Hein. Est-ce que nous voulons avoir un Congo comme ça pendant 30 ans? Non, on ne le veut pas. Nous, ce qu'on veut, les souverainistes congolais, les nationalistes, les patriotes congolais, ce qu'ils veulent, c'est un Congo uni, sous la gouvernance de ses enfants. Alors, il faut que nos responsables, tous, il faut qu'ils comprennent cette exigence-là et qu'ils se mettent d'accord pour faciliter, pour nous donner de la force, pour donner de la force à nos enfants qui se battent là-bas nuit et jour, qui meurent. Pour que nous ayons cette force-là, il faut que cette condition soit remplie. Il faut aussi que nous devenions sérieux dans tout, parce que nous ne sommes pas. Et je l'ai écrit. Celui qui veut avoir plus de détails, il peut lire. Je l'ai écrit. Promenez-vous dans cette ville. Est-ce que vraiment, je m'excuse, est-ce que vous pouvez me faire croire que nous, Congolais, nous n'avons pas la capacité de gérer nos déchets, capacité intellectuelle, théorique? Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment besoin d'aller demander à un Français, un Mexicain, nous ne savons pas gérer nos déchets? Non, on a cette capacité-là. Mais le problème maintenant, c'est de mettre cette capacité en marche, de faire qu'elle puisse fonctionner. Mais si, déjà, la première chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'argent, il faut que je prenne au moins 30 à 40% pour moi. Les déchets, ils sont toujours là. Vous n'avez beau avoir les capacités. On a eu la capacité de concevoir ici un système intellectuellement. Nous avons eu la capacité de concevoir un système où quasiment l'ensemble du pays a de l'eau. Avec les forages. On a eu cette capacité-là. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Non, l'intelligence, la technique, nous l'avons. C'est une question d'ordre et d'organisation. Maintenant, dans ces constats-là... Non, d'idéologie. D'idéologie. Oui. Tant qu'on pense que ceux qui n'ont jamais conduit, ils apprennent un bon belé. Tant que moi je le pense, et ma soeur le pense, ma cousine le pense, ma maman le pense, ma maîtresse le pense, je suis au pouvoir, tout le monde là vient me dire, ah, Okomeboe, ah, mister, en tout cas, je peux faire bonga, bonga comment? Donc, fonga naïba. Donc, fonaïba. Ah, Yosaki Kuna, Obima Kagaboui. Moi, j'ai sorti la première bulle, j'avais pas de voiture, hein, si vous voulez savoir. Je suis sorti là-bas, j'avais pas de voiture automobile. Ok? J'ai reçu des insultes des gens qui m'aimaient le plus. Oh, comment ça? Moi, je ne suis pas parti là-bas pour chercher des voitures. Je ne suis pas un modèle. Mais réfléchissons quand même un peu. Notre conception du pouvoir, la façon, elle est mauvaise. Elle est lamentable. Lamentable. Parce qu'elle va nous amener à rien. Monsieur Kambila, ceci dit, moi j'ai une question à vous poser, peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Cette description-là que vous avez de la société congolaise, que vaut la souveraineté entre les mains de gens qui sont comme ça, qui ont une incapacité à s'organiser, qui ont une incapacité à se construire, qui ont une incapacité à se développer en tant que société? Comment vous allez définir la souveraineté, l'importance de la souveraineté entre les mains des Congolais? C'est aussi ça la question. Ce qui me sauve, c'est l'histoire de l'humanité. Parce que le Congo n'est pas le seul pays
a passé cette période-là. La Chine, en 1946, elle était pire que le Congo. Pire. La mafia, l'opium, tous les désordres possibles. Mais il y a eu des gens qui sont venus lui dire « Ah, Bamastaté, pardon. Oh, il fait ci, là. » Et c'est fini. C'est en ordre. Singapour, Thaïlande, il y a des tas de pays qui sont aujourd'hui des pays émergents, pays que nous admirons, qui ont été comme nous, qui ont eu des mafias terribles. Même des pays européens, l'Italie d'aujourd'hui, par rapport à l'Italie il y a seulement 20 ans, c'est pas la même chose. Les Italiens se sont battus, ce qu'on dit le pouvoir des juges en Italie. Les juges italiens, les jeunes gens, les jeunes juges italiens, se sont mis d'accord à un moment donné. On dit, écoutez, nous sommes les juges. On nous donne la toge ici, on fait des études et tout. Et puis ces imbéciles-là viennent avec leur mafia, et ils font ce qu'ils font, et nous risquons de devenir les derniers en Europe ici. Ah non, les assauts bongotés. Ah bon, les gars sautés. Tu viens, paf, 30 ans de prison. Tu viens pas 20 ans de prison. Tout le monde, tous les voleurs tremblent. Aujourd'hui, l'Italie, c'est autre chose. C'est pas fini. Hein. Leur combat n'est pas fini. Ils continuent de le faire, même avec les dames actuelles. Pourquoi ça ne peut pas se faire chez nous? Pourquoi je dois dire que nous ne méritons pas la souveraineté? En quoi nous sommes différents des autres? En quoi nous sommes différents foncièrement des Chinois ou des autres? Tout simplement. Non. Les États-Unis d'Amérique, le Far West, c'était le pouvoir à la gâchette, au plus fort. Je te tue, je te prends tout ton argent, je fais ce que je veux. Mais l'ordre est arrivé à un moment donné. Pourquoi ça ne doit pas venir chez nous aussi? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent à convaincre vous, les leaders d'opinion, la presse, les musiciens, les chanteurs. Ils ont un très grand rôle. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein? Vous avez vu ce que mon petit-neveu ici, enfin je l'appelle petit-neveu, mais c'est un grand monsieur. La position de Kofi Olomide. Il a suffi que Kofi Olomide prenne une position. Ça a fait bouger le milieu politique ici. Ah bon? Il y a le Bibo. Ah, les gens écoutent. Ça veut dire que vous n'êtes pas rien. Vous êtes des gens importants. Ceux qui tiennent l'opinion, c'est des gens importants. Alors, prenez ces discours de responsabilité. Prenons-le tous. Les intellectuels, les professeurs d'université, ceux qui forment nos enfants, les journalistes, ceux qui écrivent, ceux qui parlent. Voilà la solution. Si Merci. Vous êtes en train de la chercher. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kambila, d'être venu discuter, d'être venu parler. Parce que ici, nous avons justement pris cette décision-là d'influencer la masse avec des réflexions. Comme je disais tantôt, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais l'argument, c'est ce qui nous intéresse. Et vous avez été à la hauteur parce que vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Et j'espère que cela va aider ceux qui nous ont suivis. Mais une dernière question rapidement. Faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrer la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, okay, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin, je ressuscite les images de Musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre XY Congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Le M23, le projet du M23, c'est de faire de nous des esclaves.
Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, celui qui ira négocier avec le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'on nous piétine. Ça veut dire qu'il accepte que nous nous rentrons dans une époque coloniale avec des voisins. Mais ça, je ne peux pas l'envisager. Non, nous devons nous battre. Faisons seulement l'effort de trouver les conditions qui vont faire que nous nous battrons mieux. C'est ce que je reproche aujourd'hui qui n'est pas fait. Si vous voulez vraiment comprendre le fond de ma pensée. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour mieux nous battre? Est-ce que nous le faisons? Je m'excuse, je réponds non. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas le doigt ni au ministre de la Défense nationale. Je pointe le doigt vers la nation. Vous êtes un opposant. Quand vous avez un tel comportement, pensez-vous que ce comportement-là va dans le sens d'aider ceux qui sont en responsabilité de gagner la guerre? Pourquoi pensez-vous, pourquoi une partie de notre opposition pense que si les FARDC gagnent, ça veut dire que Tshisekedi a gagné? C'est pas ça, c'est le pays qui doit gagner. Comme hier, c'était pas Kabila qui gagnait, c'était le pays qui gagnait. C'est cette idéologie-là qu'il faut mettre dans la tête des dirigeants, tous, du pouvoir et de l'opposition. Le pouvoir, il y a bas, mais le pouvoir, il y a Bissot. C'est faux. Merci. Ça va pas construire le Congo. Au contraire, ça va tuer le Congo. Sortons de ça, et le plus vite possible, parce que nous avons déjà l'ennemi chez nous. Et l'ennemi, il a des associés visibles et invisibles. Et les associés invisibles, ils vont sortir du sud ici. Ils vont nous attaquer au sud ici, et peut-être même au nord. Corneille Nangaa n'hésite d'ailleurs pas à le dire. Merci, M. Kambila. Nous terminons cette émission. C'est moi qui vous remercie de me donner la possibilité de tenir un discours que je n'entends pas beaucoup. Vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous voulez, à chaque fois qu'on aura besoin de vous. Et d'ailleurs, vous faites preuve de cette facilité-là à venir vers nous. Nous vous en remercions parce que ce cadre que nous avons mis en place a besoin de gens comme vous. Je profite de l'occasion pour inviter ceux qui vous sont semblables. Il est important de penser le pays. Il est important d'avoir un discours réfléchi. Et il est important, comme vous venez de le dire, d'avoir un débat d'opinion ou de pensée, je ne sais pas moi, mais un débat pour influencer les mentalités. Et c'est notre petite contribution avec ces magazines. J'ai fait mon devoir et je continuerai de le faire. Merci beaucoup. Je crois que la nation vous le doit. Et je crois que beaucoup qui nous suivent vous ont écouté, que chacun tire le bon ou le mauvais de ces discours. Mais le plus important que moi je retiens, il faut faire naître des terres et des nations pour aller vers la construction du pouvoir, de la puissance. Sans la puissance, nous n'allons pas finir cette guerre. Et il n'y a pas de victoire sans cohésion nationale, comme le disait M. Jean-Pierre Kambila. C'est sur ces notes-là, sur ces mots-là, que je clôt cette émission que vous avez suivie. Continuez à suivre, partagez-la, abonnez-vous, regardez en masse. Mais dites-nous surtout ce que vous pensez de ce qu'elle a été, de ce qu'ont été les propos de M. Jean-Pierre Kambila. Envoyez vos questions, dites-nous qui vous voulez voir prochainement. On va faire ce travail-là, d'aller chercher les invités que vous voulez, mais abonnez-vous aussi, donnez-nous de l'audience pour que les invités aient la facilité de venir. C'était Choc d'idées, mesdames, messieurs, on en parlait de la balkanisation. Je rappelle que je recevais M. Jean-Pierre Kambila, qui est un politologue, qui a été directeur des cabinets adjoints de l'ancien président de la République et qui a écrit une tribune que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet. Cette émission est terminée, mais avant de la terminer, je voudrais quand même, petite page rose, souhaiter un heureux anniversaire à ma grande sœur, ma sœur propre, Maria Amnaz Mondonga, qui est venue juste avant moi. Beaucoup de bonnes choses, une longue vie à vous, beaucoup de prospérité pour cette année qui s'ajoute, et aussi remercier les jumeaux Nathalie et Patrick Alunga et leur souhaiter également un heureux anniversaire et que tout ce que vous faites de bon vous soit rendu au centuple. Cette émission est terminée. Retrouvez-la sur Eco Télévision, mais aussi sur Ecopolis.
Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, probablement avec un autre invité. Merci beaucoup.